tour des orthoptistes. Il était temps, hein, parce qu'on nous oublie toujours. Voilà, pour une fois qu'on n'est pas les seuls à être dans les 3 petits points. Donc je représente ici l'URPS Orthoptistes Île-de-France, bien que je ne fasse plus partie de l'URPS. Véronique m'a convié à présenter cette présentation sur orthopsie et diabète, étant donné que, et vous verrez dans le déroulé, j'ai été pendant 12 ans président du syndicat des orthoptistes, et c'est donc sous ma présidence que nous avons finalisé certaines choses. Donc voilà, le dépistage de rétinopathie diabétique, comme les précédents orateurs en ont parlé, c'est une des conséquences du diabète, la rétinopathie diabétique. Donc, malheureusement, j'ai intitulé mon intervention « Au point mort 10 ans après », et vous verrez pourquoi. Je vais moi aussi parler du rôle, bien entendu, interprofessionnel du diabète, en listant, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, tous les professionnels qui interviennent autour du diabète, mais je pense que je n'ai pas dû en oublier, avec le médecin généraliste qui a un rôle pivot, bien que les endocrinos et les diabétos aussi, mais on trouve plus de généralistes que de spécialistes chez vous. Chez les spécialistes, on peut bien entendu citer les ophtalmologistes et les médecins de médecine interne. Les sages-femmes, on vient d'en entendre parler avec le diabète gestationnel, mais aussi la patiente diabétique enceinte. Et on verra tout à l'heure dans le dépistage de rétinopathie diabétique, je le redirai, je le dis tout de suite, mais je le redirai. Normalement, toute femme se sachant diabétique qui a un désir d'enfant devrait faire une rétinophoto. Voilà. Les chirurgiens dentistes, c'est pareil, hein. Vous en avez parfaitement parlé. Les pharmaciens en parleront après moi, je pense. Les biologistes, bien entendu. Les pédicures-podologues avec le pied diabétique et les ulcères que ça peut déclencher. Les masseurs kinésithérapeutes avec les AVC qui sont la conséquence de certains diabètes et des neuropathies et des maladies vasculaires. Les infirmiers, bien entendu, pour les prises d'hémoglobine glyquée et les problèmes de cicatrisation de peau, d'ulcères et de choses comme ça. Les orthoptistes avec le dépistage de rétinopathie diabétique et la basse vision. Et vous allez voir que c'est un grand pan de nos patients basse vision. Les opticiens qui s'occupent aussi de la basse vision. Et les orthophonistes qui ont des patients qui ont fait des AVC, qui ont des patients diabétiques qui ont des problèmes d'ulcération de langue, de déglutition, de goût, et ainsi de suite. Donc voilà, le diabète, pour nous, en tout cas pour moi, est l'exemple parfait de la nécessité d'un travail pluriprofessionnel dans la détection, le dépistage, la prise en charge, l'information, l'éducation thérapeutique, la coordination et surtout, je pense que le plus important serait les échanges entre les professionnels de santé, puisqu'on est là ce soir pour en parler. Chacun sait ce qu'il fait au sein de sa propre profession pour les patients diabétiques, mais on ne sait pas forcément ce que font exactement les autres. Et, je le dirai dans mon déroulé tout à l'heure, je pense que des équipes informelles ou formelles, après à nous de voir, qui se forment autour de chacun des patients diabétiques serait intéressant à envisager. Voilà, donc résumé sur un schéma, tout ce qui peut être délétère à cause du diabète sur tous les niveaux. Donc voilà, dans le cadre d'une prise en charge pluriprofessionnelle, le repérage doit être réalisé par tout professionnel, à mon avis. Hein, ça n'est que mon avis, mais je pense qu'il est assez partagé. Tout professionnel de santé qui a un patient diabétique, je pense que le premier professionnel qui rencontre ce patient diabétique doit l'informer des risques de pathologie et des risques de conséquences que peuvent avoir le diabète sur sa vie, sa survie et sur les aspects mortifères ou je ne sais pas comment dire, mais en tout cas qui peuvent lui intervenir au cours de sa vie. Une fois que le patient est repéré, il faudrait que tous les professionnels de santé qui s'occupent de ce patient déjà en soient informés, parce que ce n'est pas toujours le cas. J'avoue que moi je ne pose pas toujours la question si mes patients sont diabétiques ou pas. Et une coordination doit être mise en place en n'oubliant pas d'intégrer les patients qui ne seraient pas déjà dans l'équipe du patient. Des protocoles d'intervention devraient être mis en place et des temps de coordination et d'échange entre nous afin de pouvoir s'organiser sur la prise en charge chronologique ou en tout cas consécutive de ces patients. Je vais parvenir, puisque
Ça a été exposé avant moi sur le diabète, problème de santé publique avec une croissance régulière et les 1 million en gros 1 million de patients qui s'ignorent. Voilà la dernière slide que j'ai trouvée sur Data Amélie, qui montre que les effectifs de diabétiques, donc je suppose que ce sont tous les diabétiques en ALD, puisque c'est ce que recense la CNAM en général, 4 300 000 en 2022, avec une répartition d'hommes supérieurs aux femmes et des dépenses moyennes de 2 350 € par patient, avec une prévalence de 6,30, ce qui est quand même assez énorme sur la prévalence. Donc voilà pour les non-spécialistes de la salle, ce qui est un fond d'œil normal. Vous avez ce qu'on appelle la papille, le pôle postérieur et tous les vaisseaux qui partent. Ça, c'est la tâche aveugle de l'œil. Donc la rétinopathie diabétique, qu'est-ce que c'est? C'est une complication microvasculaire oculaire dont la prévalence augmente avec la durée du diabète. Il a été prouvé par des études d'une ophtalmo très, très spécialisée en diabète qu'en général, en moyenne, alors peut-être ça a été réactualisé depuis, au bout de 15 ans de diabète, une rétinopathie diabétique, en moyenne, apparaît, commence à apparaître. Malheureusement, ces microhémorragies sont très localisées, elles sont silencieuses. Elles ne provoquent aucune gêne du patient. Vraiment aucune gêne. Il n'est pas gêné du tout. Et je l'ai mis d'ailleurs après. Les tests d'acuité visuelle ou la vision trouble ne reflètent pas l'avancée des débuts de la maladie. Un patient peut être diabétique, déclencher des micro-hémorragies, vous allez voir sur la diapo suivante, et ne pas s'en plaindre parce qu'en général, elles sont très périphériques et elles ne touchent pas le centre de l'œil. La seule façon de le repérer, c'est de faire une rétinophoto, ce dont on va parler, ou un examen dilaté avec une lampe à fente, mais ça, c'est uniquement les ophtalmologistes qui sont en charge de faire ça, pour dépister les premiers signes. Et si on ne les dépiste pas, forcément, perte de chance évidente. Donc il faudrait qu'on mette en place un système précoce, systématisé et opérationnel pour combattre ces difficultés. Voilà une rétinopathie avec, voilà, on voit les micro-hémorragies qui commencent à se développer. Et vous voyez là le centre, qui est la macula, donc qui est le centre qui voit les 10 dixièmes de l'œil, quand on voit 10 dixièmes, vous voyez, quasiment pas touché par les micro-hémorragies. Donc ça peut se développer en périphérie comme ça ne gêne absolument pas le patient. Et donc la seule façon de le repérer, c'est de faire une rétinophoto. Et pourtant, la rétinopathie diabétique est l'une des causes principales de la malvoyance et de cécité évitable en France. Son dépistage s'inscrit dans la prise en charge globale du patient diabétique, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce dépistage reste à améliorer en France. Et l'objectif du dépistage serait donc de prévenir la déficience visuelle sévère et la cécité si ça n'est pas pris en charge, afin de repérer les premiers signes de lésions rétiniennes. Et en 2024, on estime que 30 à 40% des diabétiques développent une rétinopathie diabétique au cours de leur vie de patient. Voilà une rétinopathie diabétique très avancée, avec là, vous voyez les points blancs, c'est les coups de laser qui ont coagulé toutes les micros, toutes celles que l'ophtalmo a pu coaguler. Donc il ne va pas aller toucher au centre, parce que là, il y en a là, mais il ne va pas aller toucher parce que s'il envoie un coup de laser ici, c'est fini, il n'y a plus de 10 dixièmes. Mais néanmoins, la rétinopathie commence à coloniser le centre de l'œil et c'est là que la cécité intervient. Donc partant de ce constat, j'étais président en 2014 et avec Frédéric Van Roekegem, qu'on a rencontré à nouveau cet après-midi avec Véronique, Frédéric Van Roekegem a voulu, qui était donc le directeur de la CNAM à l'époque, a voulu prendre à bras-le-corps ce dépistage de rétinopathie diabétique. Et donc, on a essayé d'imaginer ensemble un processus qui pourrait permettre une systématisation de ce dépistage sans encombrer les cabinets d'ophtalmo, parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, les cabinets d'ophtalmo avaient entre 6 mois et 18 mois d'attente pour voir les patients. Maintenant, ça a un petit peu baissé. Et donc, il fallait trouver un moyen pour que les patients soient dépistés, mais il ne fallait pas encombrer les cabinets d'ophtalmo. Donc, qui dit non-ophtalmo dit orthoptiste. Donc, on a travaillé ensemble et on a essayé de mettre au point un acte qui permettait de faire ce dépistage. Et ça a été le premier acte de télémédecine, et vous allez voir pourquoi, qui a été inscrit dans une convention
et dans une nomenclature française en tout cas. Et c'est les orthoptistes et les ophtalmos qui en ont bénéficié. Donc voilà le schéma. Donc je vous l'explique, il est assez parlant. Un patient va voir son médecin, que ce soit son généraliste, son diabétologue, son endocrinologue, peu importe. Ce médecin sait que son patient est diabétique et qu'il n'a pas de rétinopathie diabétique. Il est diabétique sans rétinopathie diabétique. Parce qu'en général, un patient qui a déjà une rétinopathie diabétique, il est suivi déjà par un ophtalmologiste. Ce patient doit avoir moins de 70 ans. Le médecin donne une ordonnance au patient, avec sur l'ordonnance, vous verrez plus tard, les données médicales d'hémoglobine glyquée, d'ancienneté du diabète, d'hypertension artérielle associée ou pas. Le patient prend rendez-vous chez l'orthoptiste. L'orthoptiste réalise les clichés du fond d'œil des deux yeux. Il transmet les clichés à un ophtalmologiste lecteur en redonnant les données cliniques numérisées pour ne pas se tromper dans la transmission des données. Et l'ophtalmologiste lit les photos, les interprète et retransmet au médecin prescripteur si le patient doit être revu, s'il n'y a aucune pathologie. Et à ce moment-là, il faut revoir le patient dans les 2 ans pour être sûr qu'il ne commence pas à développer une microhémorragie. Donc voilà le processus. Comme ça, sur le papier, ça paraît assez simple et assez facile. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça parce que... oui, ça c'est bon, je reviendrai après dessus. Ça ne s'est pas passé comme ça parce que le médecin prescripteur, il a déjà beaucoup de choses à faire. En tant que médecin traitant, il a déjà beaucoup de choses à faire. Et il faut déjà qu'il pense à demander à son patient si, en tant que diabétique, il a déjà une rétinopathie diabétique. Ensuite, il faut que le patient trouve l'orthoptiste, ce qui n'est pas forcément évident. On n'était pas nombreux à l'époque, on l'est un petit peu plus, mais tous les orthoptistes ne sont pas équipés d'un rétinographe. Puis l'orthoptiste doit, lui, contractualiser avec des ophtalmologistes pour lire les clichés. Parce qu'une fois qu'il a fait les clichés, s'il n'a personne pour les lire derrière, ça ne sert à rien. Donc, ça a eu beaucoup de mal à se mettre en place. Ça, on peut passer rapidement. Et pour rappel, nous, on pensait que le fait que dans la ROSP des médecins traitants, il y a un indicateur qui est le suivi des pathologies cliniques, dont le suivi du diabète. Donc on s'est dit, les généralistes vont se jeter sur cette possibilité d'avoir des points en plus sur leur ROSP afin de remplir la case diabète, et ça leur fera des points. Alors, la ROSP, c'est la rémunération d'objectifs de santé publique. C'est-à-dire que les médecins au sein de leur convention ont signé avec l'assurance maladie le fait que quand ils font bien leur métier, si je veux être méchant, on les paye. C'est-à-dire que... Je crois que les pharmaciens ont une ROSP depuis. Je découvre que tu es professionnel de santé, non pas... Non, il n'y a que les médecins d'abord, puis les pharmaciens. Et donc c'était déjà quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on paye les médecins pour bien faire leur métier, parce qu'ils respectent la santé publique. Alors la famille, c'est pas exactement la même chose, c'est la modernisation, mais ça se rapproche un peu de la ROSP, mais c'est un peu moins compliqué. La ROSP, c'est tout un tas de critères et on gagne des points. Et à la fin de l'année, en fonction du nombre de points, la CNAM donne un chèque, fait un virement sur... Et malheureusement, bien que le diabète, et en tout cas la rétinopathie diabétique, fasse partie de la ROSP, on a eu très peu de prescriptions. Alors voilà, ça c'était en 2014. Certainement, les chiffres ont dû être réactualisés. Mais vous voyez qu'à l'époque, il y avait à peu près 2 millions de patients diabétiques de moins de 70 ans, puisque la limite était fixée à 70 ans. On avait une population suivie d'1 200 000, une population non suivie de 600 000, une population avec déjà une rétinopathie diabétique et sans rétinopathie diabétique. Et donc, on avait en gros 800 000 personnes potentiellement à dépister,
quasiment pas par an, mais en tout cas à épurer. Plus tous ceux qui se rajouteraient après. Sans parler de la femme enceinte avec son diabète gestationnel qui était hors circuit, puisque c'était quand même temporaire normalement. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour durer. Donc c'est un échec, pourquoi? 10 ans après, c'est un échec, parce que toutes mes collègues qui ont acheté, même moi j'ai acheté un rétinophoto, j'ai jamais fait une rétinophoto. Toutes celles qui en ont acheté aussi ont eu, allez, une dizaine de patients, et le rétinophoto prend la poussière dans un coin. Maintenant, avec les CPTS, certaines collègues ont repris ça, et ça commence à marcher. Une collègue dans le Val-de-Loire, et une collègue en Midi-Pyrénées. Ça commence à marcher un petit peu plus, mais c'est encore pas le pied. Donc pourquoi c'est un échec? Parce que les médecins prescripteurs n'étaient pas ou peu informés. Les patients diabétiques n'étaient pas informés non plus. Ils ont reçu une lettre par le réseau, comment il s'appelle, le réseau diabète, je ne sais plus, il a un nom. Il y a un réseau diabète pour les patients. Mais il y a eu une information une fois, puis plus jamais d'autres. Le circuit était sécurisé, bien entendu, puisque tout ça était mis, mais était vraiment très complexe. Il est quand même très complexe. Et les patients ne peuvent pas venir directement. Il faut qu'ils passent par le médecin pour avoir une ordonnance, pour pouvoir venir. Pendant longtemps, on a manqué de lecteurs, parce que les ophtalmos avaient déjà assez de boulot et ils n'avaient pas envie de continuer leur journée à lire des rétinophotos le soir chez eux, dans leur lit sur leur tablette, ce qu'on peut comprendre. Hein. Manque d'annuaires d'orthoptistes équipés. On n'a jamais, nous, réussi à recenser le nombre d'orthoptistes qui étaient équipés, qui étaient en capacité de faire ces rétinophotos. L'obligation pour les orthoptistes de contractualiser avec plusieurs lecteurs, parce que c'est bien d'avoir un lecteur, mais quand il part en vacances, quand il décide qu'il en a marre de lire, ou quand il se casse la jambe, eh ben, on se retrouve avec nos clichés et il a normalement 3 jours pour lire les clichés. Donc s'il n'est pas là, ça veut dire qu'il faut non seulement qu'on trouve un lecteur, mais qu'on en trouve plusieurs. Le coût de l'équipement, bon, c'est vrai que la rémunération n'était pas énorme, mais le coût de l'équipement, une rémunération minimale et une sous-estimation des risques oculaires pour le patient. Et c'est là qu'on en revient à la pluriprofessionnalité. C'est-à-dire que si tout un chacun dans nos professions, on informe nos patients qu'il y a un risque derrière, il va être sensibilisé. Voilà les quelques propositions que je peux faire pour qu'un jour ça décolle. Donc des échanges interprofessionnels renforcés, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et information des patients concernés. Il faudrait que tous les professionnels de santé en relation avec le patient diabétique puissent orienter le patient vers une rétinophoto. Je parle bien sûr pour les orthoptistes. Et il faudrait, si c'était possible, un accès direct au dépistage sans ordonnance. Il faudrait que tout patient se sachant diabétique puisse venir faire une rétinophoto, même s'il a déjà développé une rétinopathie diabétique. On peut toujours faire un point, même si on ne serait pas payé par la Sécu, mais ce n'est pas grave. Et là, une chose très importante que moi, déjà en 2014, j'avais demandé à la CNAM, c'est que déjà à l'époque, il existait de l'intelligence artificielle qui pouvait lire les photos. Et on sait que les intelligences artificielles, déjà à l'époque, il y a 10 ans, lisaient beaucoup mieux les photos que l'œil humain. Parce que d'abord, elles ne se fatiguent pas. Et puis qu'en plus, elles ont des millions et des millions de clichés qu'elles ont déjà enregistrés et qu'elles peuvent comparer. Et nous, on avait proposé à la CNAM qu'on ait ces logiciels dans nos cabinets. Si le logiciel disait pas de problème, l'ophtalmo n'avait pas besoin de lire derrière. Si le logiciel disait « Ah, feu orange », à ce moment-là, ou on le renvoyait chez l'ophtalmo, ou on refaisait un deuxième cliché pour être sûr que l'intelligence artificielle... Et si l'intelligence artificielle disait rouge, là, c'était immédiatement l'ophtalmologiste, bien sûr. Mais ça nous permettrait d'aller beaucoup plus vite et de permettre de voir beaucoup plus de monde sans avoir besoin de déranger le lecteur. Des rémunérations plus attractives, des possibilités de dilatation, parce que certains patients, surtout aux alentours de 70 ans, ont ce qu'on appelle des myosis, donc des pupilles très petites, et on n'arrive pas à prendre la photo de la rétine. Donc à ce moment-là, il faut dilater le patient. Mais qui dilater le patient dit avoir une ordonnance. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il retourne chez le médecin, qu'il lui délivre une ordonnance, qu'il aille chez le pharmacien acheter le collier, qu'on ait une ordonnance pour dilater le patient. C'est un bin, c'est pas possible. On n'a pas de pharmacie comme les infirmiers, c'est impossible. Un annuaire des orthoptistes dépisteurs accessible
pour les médecins traitants, parce qu'une fois qu'un médecin traitant a repéré son patient diabétique, s'il ne sait pas où est l'orthoptiste, et s'il y a des orthoptistes dans son bassin de vie qui font le dépistage, il arrête. Et la transmission numérique sur l'espace numérique en santé, ou sur le DMP, ou par Mailise, parce que ça serait faciliter les choses. Tout ça, c'est des facilitations. Voilà, j'ai terminé. Merci.